Salut à tous, c'est Lucas du montage. J'espère que tout le monde va bien. Je fais une petite introduction comme ça, seulement en vocal, parce que, en gros, la vidéo que vous allez visionner est un recyclage d'une vidéo qui est sortie l'année dernière sur la chaîne YouTube du tutorat. C'est un peu le pilote des TD vidéo. Donc, vous verrez, l'éclairage est encore moins bien que sur le premier TD de chimie. Mais le plus important, c'est que ce que je raconte, bah, c'est toujours vrai, quoi. Donc, je vais vous laisser la vidéo dans son intégralité, hein. Donc, il y aura l'intro ne sera pas forcément à jour, parce que je parle encore de séances. À l'époque, ça s'appelait des séances. Maintenant, ça s'appelle des TD vidéo. Mais vous voyez l'idée, quoi. Les corrections des exercices et de la fiche, eux, sont complètement d'actualité. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo-là. Et puis bon courage. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette toute première séance de soutien du tutorat. C'est un nouveau format qu'on tente aujourd'hui. C'est un petit peu un crash test aujourd'hui. Je pense que vous pouvez le voir. C'est pourquoi on attendra impatiemment vos retours à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si on mettra un sondage en ligne, mais voilà. Le principe est simple, ce sera comme un TD, mais avec encore plus de cours, et surtout le cours traité d'une manière la plus efficace possible, pour pouvoir traiter les questions derrière le plus rapidement possible. Les questions seront pour la plupart tirées des annales, histoire d'avoir le truc le plus représentatif possible. Surtout, en fait, on va tirer les questions qui seront à réflexion, en quelque sorte, celles qui ne s'inventent pas et qui nécessitent, on va dire, une petite méthodologie pour pouvoir y répondre rapidement. L'idée, c'est qu'à la fin de cette séance, vous sentiez capable de répondre à toutes les questions du chapitre. Alors, pour aujourd'hui, et même en général, l'idéal, ce serait que vous ayez imprimé le sujet de la séance avant. Je ne sais pas si vous pouvez mettre pause à cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, mais voilà, ce serait bien. Parce qu'on va annoter dessus, il y aura des graphiques et tout, on notera dessus, ce sera pratique que vous l'ayez en physique à côté. La séance d'aujourd'hui portera sur la pharmacodynamique. C'est pas le cours le plus dur du monde, mais voilà, il y a 2-3 pièges un peu sournois, il y a 2-3 trucs qui s'inventent pas, donc voilà, ce sera important de le voir aujourd'hui. Alors, on va commencer par 3 QCM de cours pour bien cerner le sujet. Alors, la question 1. QCM concernant les études pharmacologiques. Les études pharmacodynamiques évaluent le devenir du médicament dans l'organisme. Alors, je vais profiter de cet item pour rappeler les définitions de tous ces mots-là qui sont un peu nouveaux, parce qu'il y a pas mal d'inversions là-dessus. Les études pharmacodynamiques elles évaluent le mécanisme d'action pharmacologique. C'est-à-dire ses effets thérapeutiques c'est des définitions, hein, c'est un petit peu long, ces effets thérapeutiques et indésirables sur l'organisme. D'un autre côté, le cours suivant, c'est la pharmacocinétique. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, précise, pharmacocinétique. Elles étudient le devenir du médicament dans l'organisme. Hop, dans l'organisme. Je pense que déjà là, vous pouvez avoir une idée de la véracité de l'item. Les études pharmacocinétiques, elles font toute la circulation du médicament, sauf quand il atteint sa cible. Donc ça va être cible non incluse. Mais donc, juste précisément le moment où il atteint sa cible, ça ne compte pas, mais ce qu'il y a après, donc l'élimination, ça compte. Ça, c'est assez important. Et il y a un dernier type d'études, c'est pas les moins importantes, mais il y a moins de questions dessus, c'est les études toxicologiques.
qui, elles, évaluent, ou plutôt définissent, la toxicité du médicament. Et ce qu'il est important de voir, c'est qu'en fait, toutes ces études-là, hop, tout ça, ça rentre dans le cadre de la pharmacologie. La pharmacologie pour laquelle l'un des objectifs, mais pratiquement l'objectif majeur, c'est évaluer le rapport bénéfice-risque du médicament. Donc bon, rien qu'avec ça, on peut répondre aux deux premiers items. On voit que le premier item est faux. J'ai inversé les deux définitions. Là, c'est la définition des études pharmacocinétiques. Par contre, l'item 2, lui, il est vrai. On peut voir avec la définition de la pharmacologie que c'est bien l'un des objectifs, il n'y a pas que ça, mais l'un des objectifs des études pharmacologiques. Pour le troisième item, les études pharmacologiques cliniques évaluent l'effet d'un médicament après administration in vivo chez l'animal. Là aussi, c'est un petit piège. Dès qu'on parle de clinique, il faut penser humain et seulement humain. Là, c'est chez l'animal, donc ce n'est pas clinique. Par contre, l'item 4, les études pharmacologiques non cliniques évaluent l'effet d'un médicament après administration in vitro. Et bien ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, tout ce qui est non clinique, c'est tout ce qui ne concerne pas l'humain, donc les animaux, mais aussi les tests in vitro. Et enfin, l'item 5, l'étude de la réponse pharmacologique d'un médicament à l'échelle d'un organisme entier correspond à la pharmacologie des systèmes intégrés. Donc ça, c'est une belle phrase pour dire qu'en gros, un médicament, une fois qu'il a atteint la circulation, il va un peu où il veut. Voilà. On passe à l'exercice 2. Alors, question 2. QCM concernant le mécanisme d'action des médicaments. La plupart des médicaments actuellement sur le marché agissent indépendamment d'une cible moléculaire. Bon, ça c'est faux, évidemment. C'est la base même, je dirais, de la pharmacologie aujourd'hui. C'est qu'on a un principe actif qui agit sur une cible moléculaire. Après, ça peut être n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais ça peut être, la plupart du temps, on dit des récepteurs de médiateurs. C'est un terme un peu générique, mais ça englobe pas mal de trucs. Mais ça peut être aussi des enzymes, enfin voilà quoi. Hop, enzymes, etc. Item 7, par définition, l'effet indésirable d'un médicament est indépendant de son mécanisme d'action pharmacologique, expliquant son effet thérapeutique. Ça, c'est faux, hein. L'effet indésirable, il est dépendant du mécanisme d'action. Voilà. Item 8, les médicaments... Alors là, c'est un gros item. Les médicaments activateurs du canal potassique HERG provoquent un effet indésirable appelé torsade de pointe d'origine médicamenteuse par raccourcissement de l'espace QT sur l'électrocardiogramme. Ça, c'est faux. Et c'est faux en plus d'une manière super sournoise parce qu'en gros, c'est pas des activateurs du canal potassique, c'est des bloqueurs. Bon, c'est tombé une année, je sais pas si quelqu'un a répondu faux. Parce que c'est quand même super dur, moi, je trouve. Mais voilà. C'est tombé une année, ça vous laisse imaginer le genre d'item de cours. Après, là, j'en ai pris un difficile. Hein. Ouais, donc, bloqueur du canal HERG. Sinon, après, le reste de l'item est vrai. Hein. Item 9. Si le médicament est sélectif d'une cible moléculaire, alors aucun effet indésirable n'est observé. Ça, c'est faux aussi. Hein. Dès qu'on parle de médicaments, il y a des risques d'effets indésirables, peu importe son fonctionnement, peu importe sa pharmacodynamique. Hop, effet indésirable. Souvent, quand on dit effet indésirable, on utilise l'acronyme EI. Hein. Je pense que je vais m'en servir plus tard. Donc ça, c'est faux. Et enfin, item 10.
un médicament ayant une marge thérapeutique étroite va nécessiter une surveillance particulière lors de son utilisation. Alors je vais en profiter pour faire un petit rappel sur qu'est-ce que sont les marges thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en gros, on en a deux types, en tout cas deux types qui sont traités là pendant le cours. Hop. Je fais le graphique en même temps. C'est-à-dire que, hop, là, une sigmoïde un peu à l'arrache. Ça, c'est la courbe de l'effet. On a la sigmoïde de l'effet bénéfique. Et d'un autre côté, la sigmoïde de l'effet. Hop. Moi, j'ai pas fait mon axe des abscisses assez long, mais c'est pas très grave. La sigmoïde des effets toxiques. Et là, ce que je vous ai représenté, c'est ce qu'on appelle un index thérapeutique large. Hop. Large, c'est-à-dire la définition exacte, et c'est assez important de la connaître, c'est que quand la concentration est maximale, en tout cas pour laquelle l'effet thérapeutique est maximal, n'induit aucun effet indésirable. Là, on peut bien voir, hein, quand on est là-haut, eh ben, on n'empiète pas du tout sur la courbe des effets toxiques. Tandis que, d'un autre côté, l'autre exemple traité dans le cours, va être l'index thérapeutique étroit, et ça va donner un truc un peu du style, si je me plante pas trop dans mon dessin, un truc un peu comme ça, quoi. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on regarde, hop, la marge thérapeutique, elle empiète sur la marge des effets indésirables. Vous voyez, dans cette zone-là. Là. Ce qui fait que du coup, hop, on se retrouve avec un index thérapeutique étroit. La définition exacte de ça aussi, il faut la connaître, c'est que la concentration pour laquelle l'effet thérapeutique est maximal induit un effet indésirable. Ce qui fait que du coup, ça va nécessiter, si on en prescrit, une surveillance étroite, quoi. Du coup, lorsqu'on a l'item 10, un médicament et une marge thérapeutique étroite va nécessiter une surveillance particulière lors de son utilisation, c'est du coup vrai. Justement pour cette raison-là que quand on a un effet maximal, eh ben, on peut avoir des effets indésirables qui arrivent. Alors, question 3. QCM concernant les récepteurs des médiateurs. Un médiateur est un ligand exogène d'un récepteur. Alors on pourrait s'imaginer que vu que ça se balade dans la circulation et tout, ça pourrait être vrai. Mais non, c'est faux. Exogène, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur, mais vraiment de l'extérieur de l'organisme. Genre par exemple, je vais plutôt préciser avant, exogène extérieur à l'organisme. L'exemple le plus connu, c'est le médicament. Un médicament, ce n'est pas un médiateur. Donc là, c'est faux, parce que un médiateur, c'est un ligand qui est endogène. Il faut bien faire cette distinction-là. L'item 12, un médiateur est un agoniste endogène d'un récepteur. Un médiateur est un agoniste. Ça, c'est faux, parce qu'un médiateur, ça peut être aussi un antagoniste. C'est plus rare, mais vu la tournure de la phrase, ça donne un item faux. Un antagoniste. Voilà. Item 13, un neuromédiateur se définit comme un médiateur agissant sur des récepteurs neuronaux.
Alors, ça c'est un item qui est un petit peu ambigu, il est tiré des annales et il est faux. Pourquoi? Mon explication à moi, c'est parce que dans le cours, il précise que les neuromédiateurs agissent sur des synapses chimiques. Hop, synapses chimiques. Et non pas des récepteurs neuronaux. J'ai pas trouvé ce terme dans le cours, franchement. Je sais pas trop d'où ça sort. Ce qui fait que l'item est faux. Item 14, un neuromédiateur est un médiateur assurant la transmission de l'information au niveau d'une synapse électrique. Là, c'est un petit piège un peu vicieux. C'est une synapse chimique. Hop, synapse chimique. Pour une synapse électrique, ce serait un influx électrique. Enfin, item 15, un médicament de type antagoniste neutre d'un récepteur à un otacoïde s'oppose aux effets du médiateur. Bon, ça c'est un item qui paraît compliqué, mais en fait pas tant que ça. C'est juste la définition de l'antagoniste. Antagoniste, je vous remets la définition. C'est juste une molécule qui n'a pas d'effet par elle-même et qui diminue, voire s'oppose aux effets du médiateur. C'est une notion qui est assez subtile parce qu'on pourrait se dire un antagoniste, ça provoque l'effet inverse, sauf que non. L'effet inverse, ce serait un agoniste inverse. Parce que du coup, il y aura un effet en soi, par lui-même. Là, ça ne provoque pas d'effet par lui-même. Aussi, juste, il y a un terme qu'on ne connaît pas, c'est otacoïde. Otacoïde, c'est juste une autre classe de médiateurs. C'est-à-dire, il y a les hormones, il y a les neuromédiateurs, et il y a les otacoïdes, voilà. C'est histoire de mettre un mot compliqué pour déstabiliser, hein, mais sinon, c'est pas bien compliqué. Autre type de médiateur chimique. Mais ouais, du coup, l'item 15, il est vrai. Hop. Alors, avant de traiter les 7 autres questions, je vais faire une sorte de fiche de cours pour pouvoir en fait avoir tout le cours sous l'œil, ou en tout cas tout le cours qui est nécessaire pour pouvoir répondre aux autres questions et à peu près toutes les questions de réflexion de ce chapitre. Donc ça donne, hop, je vais mettre un petit titre. Je pense qu'il faudra une feuille entière à part hein, pour pouvoir noter comme ça. Fiche de cours, aspect pharmacodynamique. Et je vous invite surtout à, si c'est possible, d'utiliser les mêmes couleurs que moi, les mêmes flèches et tout, histoire que vous ayez un rendu qui soit clean, quoi. Alors, je commençais par faire une sorte d'algorithme pour que vous compreniez bien les choses. On part d'une molécule. Voilà, juste une molécule. On va en faire ce qu'on appelle une étude de liaison spécifique. Avec ça, on va obtenir ce qu'on appelle une courbe de saturation. Et avec cette courbe de saturation, on va obtenir ce qu'on appelle un KD. Un KD qui soit est calculable ou soit ne l'est pas. Quand c'est indéterminé, c'est que tout simplement cette molécule, ce n'est pas un ligand du récepteur. Donc, l'aventure s'arrête là pour elle. Tandis que quand le KD est calculable, c'est un ligand. On peut donc continuer notre réflexion. On part ensuite avec toujours la même molécule pour faire ce qu'on appelle une approche fonctionnelle. Pour laquelle on obtiendra une courbe effet concentration. Et avec cette courbe effet concentration, on pourra déterminer le PD2 ou le CE50. Je reviendrai sur ça juste après.
Mais du coup, avec ce PD2 et ce CE50, on peut déjà tirer quelques informations. C'est s'ils sont calculés, s'ils ont une valeur, hop, calculé, on peut déjà en déduire que ce ligand est un agoniste du récepteur. Tandis que si il n'a pas d'effet, on peut en déduire que c'est du coup un ligand, mais un antagoniste. Et même un antagoniste qu'on dit neutre, tout simplement parce que c'est le seul antagoniste qu'on a vu dans le cours. D'un autre côté, on peut déterminer une autre valeur expérimentale. Ça va être alpha, qui correspond à l'activité intrinsèque. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Et on peut en déterminer différentes informations. Si alpha est égal à 0, ben là aussi, on peut parler d'antagoniste neutre. Si alpha est compris entre 0 et 1, on peut parler d'un agoniste partiel. Et enfin, si alpha est égal à 1, on peut parler d'agoniste entier. Des fois, juste, je voulais préciser un truc, c'est que on saute l'étape du KD calculable, là. C'est-à-dire qu'en gros, on considère un petit peu qu'elle n'est pas déclarée. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le KD, mais qu'on a un PD2 ou un CE50, bon, on peut en déduire que c'est un ligand. Parce que le PD2 et le CE50 sont calculés en fonction de l'effet que provoque le médicament. Et il ne peut pas y avoir d'effet si la molécule ne s'accroche pas. Du coup, pour continuer, le rappel de cours, je vais préciser un peu toutes ces valeurs de PD2, de CE50, tout ça c'est tout nouveau, donc je vais essayer de faire un tableau récapitulatif. Donc il va y avoir 5 lignes. Hop. Je sais pas si je peux pas... Ah, c'est super. Comme ça. Ok. 1, 2... Là, ça va être une ligne en pointillé. Hop, 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 hop. On est 1, 2, 3, 4. Là, ça va être une ligne complète. Et voilà. Avec 4 colonnes. Comme ça, une autre là, une autre ici, et voilà, je crois que là on est pas mal. Alors, dans les titres, on a, pour la première colonne, ce sera le symbole de la valeur, après sa caractéristique, et ça va être un peu serré, son unité, parce que certaines de ces valeurs ont des unités, et après ce sera d'autres infos qu'il sera bon de prendre en compte. Alors, on va commencer par la première qu'on a vue, le KD. Le KD, ça correspond à l'affinité du ligand. Elle s'exprime en mol par litre moins 1. Et quand on a un KD qui augmente, ça veut dire que l'affinité, elle, diminue. Autre info, c'est que le KD, ça correspond à la concentration de ligand. Je mets concentration, je mets les crochets pour dire concentration, c'est parce que j'ai pas la place de tout mettre, pour laquelle 50% des récepteurs sont occupés. Voilà. Maintenant, une autre caractéristique, c'est la sélectivité, qui, elle, n'a pas de symbole, tout simplement parce que elle se calcule avec des ratios.
c'est soit, je précisais quand même, je vais mettre en bleu, se calcule avec des ratios, soit c'est des ratios de KD, KD sur KD, il y aura un exercice tout à l'heure pour bien comprendre, soit on n'a pas des KD d'accessibles, du coup, on utilise des ratios de CE50. On aura donc le résultat de ce ratio, et si le résultat est inférieur à 0,03 ou, je vais déborder un peu, supérieur à 30, ça va être sélectif. Voilà. Voilà. Valeur expérimentale suivante, le PD2 et le CE50. Que j'ai mis à peu près dans la même ligne parce que les deux désignent la même caractéristique, c'est la puissance. Juste petite subtilité, le CE50 s'exprime en mol par litre moins 1, enfin mol par litre quoi, tandis que le PD2 n'a pas d'unité. On a donc, quand le PD2 augmente, la puissance augmente aussi. C'est proportionnel. Autre info sur le PD2, c'est que, hop, je mets un petit trait pour séparer, il est déterminable graphiquement. Voilà. Le CE50, lui, par contre, quand il augmente, la puissance, elle, diminue. C'est inversement proportionnel. Autre info, c'est la concentration d'agonistes nécessaire pour avoir 50% de l'effet max. Je déborde de partout, c'est un peu dégueulasse. Et juste, il y a une relation qui est importante, je crois que c'est la seule formule de ce cours-là. C'est qu'on a une relation pour... Il faudrait que je trace ça avec une règle. Hop. La règle numérique. Hop. Comme ça. Entre les deux lignes. Je vais effacer le petit trait qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une relation pour rejoindre les deux, pour convertir le PD2 en CE50. Elle n'est pas très compliquée, il faut juste la connaître. PD2 égale de moins log de CE50. Et pour retrouver l'autre, inversement, ça va être le CE50. C'est un peu crade, je vais le refaire. Hop, hop. Le CE50 sera égal à 10 puissance moins PD2. Je déborde sur toutes les lignes de mon tableau. C'est phénoménal. Mais voilà, du coup, on a cette relation-là qui rejoint les deux. C'est-à-dire que si on a un PD2, on peut trouver un CE50. Et vice-versa. Et enfin, il reste la dernière valeur, qui correspond à alpha, et qui, elle, détermine l'efficacité du ligand. Elle n'a pas d'unité. Hop, on va essayer de garder la même couleur. Elle n'a pas d'unité, il n'y a pas d'autre info à rajouter. On va pouvoir passer au quatrième exercice. Alors, question 4. QCM concernant les études liaison spécifique ou études de binding entre un ligand et un récepteur. Les études liaison spécifiques, je vous rappelle, c'est celles qu'on a vues là. Celles qui permettent, entre autres, de déterminer le KD. Alors, premier item 16. Une étude de liaison spécifique permet de quantifier l'efficacité d'un agoniste. Alors ça, on l'a vu dans le tableau. Le KD, ça correspond à l'affinité. Du coup, cet item est fou. Ça évalue l'affinité. Et non pas
l'efficacité. Il faut faire super attention sur ces mots-là parce qu'il fait plein de pièges là-dessus. Item 17. Pour réaliser ces études, on incube une concentration fixe de récepteurs et des concentrations croissantes de ligands radiomarqués. Alors ça, c'est vrai. C'est la définition du truc. Il faut bien voir que c'est le ligand qui est radiomarqué, hein, pas les récepteurs. Item 18, une étude de liaison spécifique permet de quantifier l'affinité d'un agoniste ou d'un antagoniste. Alors là, on pourrait se dire, il me parle d'agoniste, il me parle d'antagoniste. Or, ces deux termes, ils sont là pour les approches fonctionnelles. Donc on pourrait se dire que c'est faux, sauf que non. C'est une manière de tourner la phrase qui est un peu compliquée, mais l'item est vrai. Tout simplement parce que ça précise pas s'il est agoniste ou antagoniste, juste. Ça teste une molécule, elle est potentiellement agoniste, potentiellement antagoniste, mais on quantifie l'affinité. On n'essaye pas de voir si elle est agoniste ou antagoniste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Item 19, ces études permettent de déterminer la valeur du KD, définie comme la concentration de ligands occupant 50% des récepteurs à l'équilibre. Et bien ça, c'est vrai. Ça correspond à la définition qu'on a vue dans le tableau, hein, pour la première ligne. C'est juste la définition du KD. Et du coup, la 19, elle est vraie, et la 20, elle est fausse. Tout simplement parce que la 20, elle parle des 50% du ligand à l'équilibre. Non, c'est les récepteurs à l'équilibre. Alors, QCM, à propos des interactions ligand-récepteur et des médicaments. C'est encore un peu de cours, mais après, on va passer aux exercices de réflexion. Item 21, un agoniste partiel possède une activité intrinsèque. Je vous rappelle, l'activité intrinsèque, c'est alpha, égale à 1 et induit une réponse cellulaire de même efficacité que le médiateur endogène. Alors ça, c'est faux, tout simplement parce que la définition de l'agoniste partiel, ça va être un ligand pour lequel alpha sera compris entre 0 et 1. Exclu, évidemment. Ce qui fait que là, du coup, quand c'est égal à 1, c'est pas un agoniste partiel, c'est un agoniste entier. Donc ça, c'est faux. Item 22, un agoniste partiel possède une affinité intrinsèque comprise entre 0 et 1. Jusque-là, c'est bon. Et induit une réponse cellulaire qualitativement similaire à celle du médiateur endogène. Alors, en fait, c'est pas bon. Tout simplement parce que là, on joue un peu sur les mots. C'est un piège un peu vicieux. Mais, je sais pas si vous avez bien lu. Mais moi, je me suis fait avoir, là, en fait, il y a 2 secondes. Mais là, il parle d'affinité, sauf que c'est une activité intrinsèque. L'affinité, hop, il faut que j'enlève ça. L'activité intrinsèque, l'affinité, pardon, il faut vraiment penser, affinité, c'est KD. Or, là, on ne parle pas de KD, on parle d'agoniste partiel, donc on parle d'alpha. Ce qui fait que, du coup, l'item est faux. Hop. L'affinité, ça correspond au KD. Il faut vraiment faire attention au choix des mots. Ok, item 23. Un agoniste entier possède une activité intrinsèque égale à 1. Donc là, c'est bon. Et induit une réponse cellulaire de même puissance que le médiateur endogène. Et du coup, l'item est faux. Pourquoi ? Parce que c'est pas dit. Un agoniste entier peut avoir une puissance variable. Puisque la puissance, c'est une autre valeur, c'est le PD2 et le CE50. L'agoniste entier, sa définition exacte, c'est que alpha est égal à 1, mais c'est pas dit que CE50 soit le même que celui du médiateur endogène, quoi. Du coup, agoniste entier, ça correspond à alpha égale à 1. Et bonne efficacité ne veut pas forcément dire bonne puissance. Hop. Voilà. Donc l'item 23 est faux. L'item 24, les antisécrétoires gastriques sont des médicaments de type inhibiteur réversible de la pompe à protons H+, K+, ATPase. Bon, ça, c'est vraiment un item de cours. Ça vous laisse voir un peu le genre d'item qu'il peut poser. Là, j'en ai pris un difficile, hein, mais dans l'idée, c'est un peu comme ça, et c'est faux. C'est un petit piège vraiment un peu vicieux, là aussi. C'est irréversible. C'est des médicaments de type inhibiteur irréversible.
Enfin, item 25, un médicament à index thérapeutique large induit son effet thérapeutique sur une large gamme de doses. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, du coup, c'est faux. Tout simplement parce que la définition exacte de l'index thérapeutique large, c'est pas que son effet thérapeutique est sur une large gamme de doses, c'est que quand l'effet thérapeutique, je vais marquer quand même, index thérapeutique large, sa définition vraiment exacte, c'est que quand l'effet thérapeutique est maximal, on observe aucun effet indésirable. C'est pas que son effet thérapeutique s'étend sur une large gamme de doses, ça c'est autre chose. Je sais pas si vous vous rappelez, on remonte là-haut au petit rappel. Là, bon, là j'ai fait une phrase qui n'est pas très française. La concentration est maximale, n'induit aucun effet indésirable, c'est plutôt la concentration. Quand, je vais me corriger un peu à l'arrache, quand la concentration est maximale, le ligand n'induit aucun effet indésirable. Le ligand ou le médicament. Là, j'ai mis le ligand, c'est pas super précis, mais bon. Au moins, comme ça, on comprend. Du coup, l'item 25, il est faux. On peut passer à l'exercice 6. Alors, question 6. Là, question 6, on commence à rentrer sur celle de réflexion, celle pour lesquelles la fiche de cours va vachement nous servir. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de KD et de PD2 et de 5 molécules, nommées A, B, C, D et E, pour un récepteur muscarinique M1. Bon, après, il donne des noms, c'est pas le plus important. À partir de ces données, on peut affirmer que... On va attaquer directement, non pas les exercices, mais comment aborder ce tableau, en fait. Là, vous voyez, on parle de KD et de PD2. Donc, pour rappel, quand le KD augmente, l'affinité, elle, diminue. C'est inversement proportionnel. D'un autre côté, quand on a PD2 qui augmente, la puissance, elle va augmenter proportionnellement. Ce qui fait que du coup, déjà là, on peut commencer à classer nos molécules en fonction de l'affinité et de la puissance. On peut voir que la molécule la plus affine, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref, la plus affine, c'est la molécule D, avec 10 puissance moins 9 mol par litre. M, c'est mol par litre. Hein. Juste une autre manière de l'écrire. D, puis ensuite on a A, puis ensuite B, et enfin E. On parlera de C tout à l'heure. Quelqu'un un peu à part, du coup. Pareil pour le PD2, donc pour la puissance, on peut commencer à les classer. On a B, qui est la plus puissante de toutes les molécules présentes, suivi de D, suivi de E, et enfin, E est très loin devant A, qui, je ne sais pas si vous voyez, n'a pas d'effet, c'est marqué sur la ligne du PD2, n'a pas d'effet. On verra ça aussi juste là dans 2 minutes. Du coup, là, on peut commencer à répondre à nos items. Item 26, la molécule B est l'agoniste le plus puissant des 5 molécules. Et bah du coup, ça c'est vrai. Hop. C'est la plus puissante des 5 molécules, tout simplement parce que son PD2 est le plus élevé. C'est là. Hein. Faudrait que je précise même. Hop, ça c'est l'item 26. Je vais effacer l'autre. Hop là. Ensuite, la molécule D est l'agoniste le plus puissant des 5 molécules. Ça, du coup, c'est faux. On peut voir que la molécule D, c'est certes un agoniste, mais c'est pas le plus puissant. La molécule D, vous voyez, elle se place là, juste derrière le B. Voilà. La molécule C est un antagoniste du récepteur M1. Alors là aussi, c'est pas vraiment un piège, mais il faut bien saisir le truc. C'est qu'en fait, pour l'item 28, pour être antagoniste, il faut déjà être ligand. Or, ici, on voit que le KD, il est pas calculé pour C. Non déterminé.
Du coup, on ne sait pas si elle est ligand. Et si on ne sait pas si elle est ligand, eh ben, on ne peut pas déterminer s'il est antagoniste. Ce qui fait que du coup, l'item 28, il est faux. Item 29, la molécule E est la molécule ayant le plus d'affinité pour le récepteur M1. Bon, là, c'est comme pour les puissances. On peut regarder ici sur notre petit... sur notre classement. On voit que, du coup... non, pardon, je vais le mettre plutôt là. La molécule E, elle se place en bon dernier. En bon dernier, pardon. Ce qui fait que du coup, c'est pas celle qui a le plus d'affinité, celle qui en a le moins, en fait. Voilà. Et du coup, item 30. La molécule A est un antagoniste du récepteur M1. Ça, du coup, c'est vrai. Tout simplement parce que on voit que cette molécule, elle a un KD qui est calculé. Ce qui fait que du coup, on peut déterminer que c'est un ligand. Parce que dans l'énoncé, je ne sais pas si vous avez vu, dans l'énoncé, on ne vous le précise pas. Hein. C'est marqué présente de 5 molécules. Ils ne disent pas 5 ligands. Si on avait dit 5 ligands, on n'aurait même pas fait attention au KD. On aurait pu déterminer qu'ils étaient tous calculés. Sauf que là, on ne sait pas. Du coup, on voit que le KD pour A, il a été calculé, mais pas le PD2. Ce qui fait qu'on peut en déduire que... car PD2 n'est pas calculé, c'est un antagoniste neutre. On précise, là encore je vous dis, c'est parce qu'on n'en a pas vu dans le cours pour le moment. D'autres antagonistes dans le cours pour le moment. Voilà qui clôt l'exercice 6. Alors, question 7. C'est encore un tableau. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de CE50 de la molécule JAM pour les trois récepteurs N1, N2 et N3. À partir de ces données, on peut affirmer que la molécule est, item 31, un agoniste du récepteur N2. Alors ça, du coup, on peut le savoir, déjà ne serait-ce qu'en regardant le tableau, un agoniste du récepteur N2, on voit qu'il y a une valeur de CE50 qui a été calculée. Du coup, c'est vrai. C'est un agoniste. On sait même que c'est un ligand, car CE50 calculé. Si on revient sur la fiche de cours que on a vue tout à l'heure, c'est cette étape-là, quoi. Si c'est calculé, on parle d'un agoniste, et implicitement, on parle aussi d'un ligand, parce qu'on ne peut pas être agoniste sans être ligand. Item 32, on va commencer par classer nos molécules, là aussi par leur ordre de puissance. Je vous rappelle, quand le CE50 augmente, la puissance, elle, diminue. C'est inversement proportionnel. Du coup, on se retrouve avec l'ordre suivant. N1 est plus puissant que N2, qui est plus puissant que N3. N4, c'est un cas à part. Du coup, on peut voir que cette molécule, elle est un agoniste du récepteur N1, N2 et N3, tout simplement parce qu'on a des valeurs qui sont calculées. C'est comme pour l'item 31. Du coup, l'item 32, de base, l'item 31, il était vrai, mais l'item 32, il est faux, parce que là, ça parle d'antagonistes, alors que c'est des agonistes tous. En tout cas, sauf pour N4. Mais sinon, c'est bien l'agoniste le plus puissant, N1. Le reste de l'item est vrai. Mais l'item est faux. Item 33, un antagoniste du récepteur N3. Ça, du coup, c'est faux. Tout simplement parce que là aussi, le CE50, il a été calculé. Je vais mettre comme ça, CE50 calculé. Hop, du coup, ça c'est faux. Il est non ligand du récepteur N4. Et ça, du coup, c'est un petit peu un piège, parce qu'en gros, on n'a pas la valeur du CE50. Mais ça se trouve, il y a une valeur de KD. Du coup, on ne sait pas s'il est ligand ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est juste pas un agoniste. Du coup, quand on nous dit non ligand du récepteur N4, eh ben on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, c'est faux. Hop, quand on ne sait pas, c'est faux. Et enfin, item 35, un ligand sélectif du récepteur N1 par rapport aux deux autres récepteurs. Alors, quand je mets les deux autres récepteurs, c'est N4 exclu. Hein. Je vais le préciser, c'est une petite erreur que j'ai faite dans le sujet. Hop. Et pour ça, du coup, quand on pense, faut vraiment que vous ayez ce mot-clé, quand vous voyez sélectif, il faut penser directement, je remonte à mon petit tableau,
au ratio, à cette ligne-là, là. À la deuxième ligne. Sélectivité, ça se calcule avec les ratios. Donc normalement de KD, mais ici on n'a pas les KD, du coup, hop, on va faire ça avec les CE50. Juste vous expliquer un petit peu la méthodologie du truc. Du coup, on a le calcul de la sélectivité. D'abord, si on a la possibilité, on utilise le ratio des KD. Là, c'est pas possible. Du coup, on va se reporter sur le ratio des CE50. Ça, on l'a. Hop. On se retrouve ainsi avec deux ratios, le CE50 de N1, sur le ratio de CE50, pardon, pas le ratio, sur la valeur du CE50 de N2. Et, parce que là on demande pour les deux autres molécules, le ratio de CE50 de N1 sur le CE50 de N3. Voilà. Et là, on peut se demander, mais comment on fait pour savoir si c'est N1 au-dessus, N2 en dessous et tout? Bah, ce qui se passe, c'est que vu que la définition de la sélectivité, c'est quand c'est inférieur, quand le ratio est inférieur à 0,03 ou supérieur à 30, en fait, on s'en fiche un peu de l'ordre. C'est pour ça qu'on a mis ces deux valeurs-là. C'est tout simplement parce que après, on peut faire le ratio qu'on veut. Donc bon, on se retrouve avec ces valeurs-là. Si on les calcule, hop, moi je vais réécrire CE50 de N1 sur CE50 de N2. Ça nous fait, quand on regarde les valeurs du tableau, 10 puissance 9 sur 10 puissance 6. J'écris pas les unités, hein, mais vous voyez l'idée. Et on se retrouve ainsi avec 10 puissance moins 3. Or, la valeur pour laquelle il faut être inférieur, c'est 0,03. Donc 3 fois 10 puissance moins 3. Du coup, bah, vu que c'est inférieur, N1, la molécule est sélective, est plus sélective pour N1. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre ratio, N1 et N2. Et on se retrouve avec, pareil, 10 puissance moins 9 sur 10 puissance moins 2. Et là, ça nous donne 10 puissance moins 5. Et là, c'est évidemment inférieur à la valeur repère 0,03. Donc, on peut voir que ce récepteur-là est plus sélectif que les deux autres, ce qui fait que du coup, bah, l'item est vrai. Hop, voilà. Alors, question 8. Les paramètres pharmacologiques d'un agoniste partiel d'un récepteur peuvent correspondre à... Alors déjà là, on peut se rappeler des paramètres pharmacologiques d'un agoniste partiel. Je vous les remets. Agoniste partiel, c'est égal à deux conditions. Un KD qui est calculable, du coup un ligand. Enfin, il faut que ce soit un ligand. Mais surtout, que alpha soit compris entre 0 et 1. Et déjà là, en fait, on peut répondre à pratiquement tous les items. Hein. On peut voir, alors, item 36, une valeur de PD2 égale à 1, une valeur extrinsèque alpha égale à 8, alpha égale à 8. Ça sort de nulle part. Hein. Alpha, c'est forcément compris entre 0 et 1. Du coup, ça, c'est faux. 37, une valeur de PD2 égale à 8, une valeur d'activité intrinsèque alpha égale à 1. Alpha égale à 1, c'est un agoniste entier. Du coup, ça aussi, c'est faux. Une valeur de PD2 égale à 0,5, une valeur d'activité intrinsèque alpha égale à 8. Là encore, alpha égale à 8, c'est pas possible, du coup c'est forcément faux. Ensuite, une valeur de PD2 égale à 8 et une valeur d'activité intrinsèque alpha égale à 0,5. Là, c'est possible, tout simplement parce qu'on a un PD2 qui est calculé, donc forcément implicitement un KD qui a été calculé, et une valeur qui est comprise entre 0 et 1. C'est possible, l'item 39, il est vrai. Hop. Et enfin, item 40, une valeur de PD2 égale à 0,5, et une valeur d'activité intrinsèque alpha égale à 0. Alpha égale à 0, c'est un antagoniste neutre. Du coup, bah ça c'est faux. Voilà. Ça c'est le genre de questions qui peuvent tomber, qui rapportent quand même des points, donc c'est intéressant de la traiter, mais c'est aussi pour vous montrer que y a pas mal de questions aussi qui sont abordables, quoi, qui peuvent se traiter rapidement.
Alors, la question 9. Là, on attaque les questions avec graphique. Là, il faut à peu près savoir quoi faire. C'est pas très dur, mais il faut savoir quoi faire. Question 9. Le graphe ci-dessous représente les données expérimentales d'une étude de liaison spécifique du ligand radiomarqué L Astérix sur un récepteur R. C'est les fameuses études de binding, là, celles liaison spécifique. Celles qui permettent de déterminer le KD, du coup. Et là, on va déterminer le KD. On se retrouve donc avec les items 41, 42, 43, qui sont un peu les mêmes. KD a une valeur de 10 puissance moins 10 mol par litre. Alors, on va déterminer ensemble le KD. C'est-à-dire qu'en gros, on a des valeurs qu'il faut déterminer dans ce graphique. La première, on peut voir, c'est celle pour 100%. Hop. C'est celle pour laquelle l'asymptote, ça s'appelle comme ça lorsque ça touche pratiquement la ligne, atteint 100 en fait. C'est B, c'est comme ça qu'on l'appelle. Max, c'est pas, je crois que j'ai parlé de l'effet, non. On peut voir que au bout d'un temps, au bout d'une certaine concentration de ligands, tous les sites sont occupés. C'est pour ça qu'on appelle ça une courbe de saturation. C'est parce que au bout d'un temps, tous les récepteurs sont saturés. Et du coup, avec Bmax, on peut déterminer à peu près toutes les autres valeurs, puisqu'en effet, à 50, donc à hop, Bmax sur 2, je vais mettre ça dans une autre couleur. Ici, hop, on relie à l'abscisse. Bmax sur 2, en ordonnée, on peut déterminer, du coup, en abscisse, une valeur, et cette valeur, ce sera le KD, tout simplement. Le KD, c'est donc la valeur en abscisse pour laquelle la courbe en ordonnée correspond à Bmax sur 2. Du coup, on peut voir que le KD, il est égal à 10 puissance moins 10, en unité en M, donc en mol par litre. Ce qui fait qu'on peut répondre aux 3 items. On voit que c'est le 41 qui est vrai, 42, 43 qui est faux. 41, pardon. Hop, voilà. 42, 43, c'est faux. Ensuite, Bmax a une valeur de l'ordre de 100 femtomol par milligramme de protéines. Bon, bah là, c'est tout simple, hein, il suffit de lire le graphique. On voit que l'unité de B, c'est le femtomol par milligramme de protéines. Ce qui fait que, bah, du coup, Bmax va être atteint pour 100 femtomol. Du coup, c'est le 44 qui est vrai et le 45 qui est faux. Voilà. Enfin, la question 10, la dernière question. Le graphe suivant compare les effets de 4 médicaments A, B, C et D. Alors, là, il va vraiment falloir déterminer pas mal de valeurs graphiquement. Ce qui fait qu'on va commencer, même avant de commencer les items, on peut voir 2-3 informations. Déjà, vous voyez la courbe des ordonnées, c'est l'effet. Ce qui fait que pour 100, c'est un pourcentage, hein, donc pour 100%, hop, on peut voir l'effet max. Tout simplement. Et en fait, toutes les valeurs qu'on va déterminer ensuite seront dépendantes un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec donc, ces sigmoïdes-là qui atteignent un certain effet en fonction du moins log de la concentration du médicament. On peut en fait tirer de ce graphique, je ne sais pas si vous vous rappelez sur le rappel de cours, ça correspond en fait aux approches fonctionnelles, là celle-là, la courbe effet-concentration. On peut en tirer du coup les PD2 et les alpha. Alors pour alpha, ce qu'on regarde, c'est qu'on fait, je vais le noter en dessous, je vais le noter en bleu, tiens, alpha égale à l'effet max sur 100, tout simplement pour avoir une valeur entre 0 et 1. Du coup, on peut voir par exemple pour A et B, bon bah, ça va être 100 sur 100, donc du coup, alpha sera égal à 1. Pour D, on ne sait pas trop, on va dire alpha égale à 0,8, mais c'est estimé quoi. Hein. Par contre, pour C, c'est marqué, du coup, on peut déterminer alpha égale à 0,5. Donc déjà là, on a les alphas. Mais ensuite, pour déterminer les PD2, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, je vais le marquer en vert, tiens. PD2, ça va être la valeur en abscisse pour laquelle
y, donc l'ordonnée, est égale à E max sur 2. E max sur 2 du médicament en question. Prenons l'exemple de A. Bon, bah, E max sur 2, ça va être 50. Ce qui fait que du coup, on peut déterminer pour A ainsi que pour B que du coup, hop, pour A, ça va être 7. Je vais faire un petit tableau. Je vais le faire en noir, tiens. PD2, hop, voilà. Pour A, pour B, pour C et pour D. Pour A, PD2, ce sera 7. Vous voyez qu'on lit cette valeur-là, là. Pour B, ce sera 11. On lit cette valeur-là. Pour C, ce sera 7 aussi. Parce que même si, du coup, alpha est égal à 0,5, eh ben, le PD2, ça reste le même. C'est tout à fait possible. Et enfin, pour D, ce sera 10. Voilà. Et donc, avec toutes ces valeurs, on peut classer par ordre de puissance. Je vous rappelle, quand la valeur de quand PD2 augmente, la puissance augmente proportionnellement. Je marquais là. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, là, on ne vous le demande pas. Peut-être dans d'autres items ensuite, si c'est un QCM filé, on peut vous le demander. Mais là, on ne vous le demande pas, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait utile, donc on ne va pas le faire. Mais du coup, on se retrouve avec l'item 46. La valeur de l'activité intrinsèque alpha de C est proche de 1. On l'a déterminé graphiquement, c'est le cas. C'est pas le cas. Ça, c'est valable pour A et B. Pour C, c'est proche de 0,5. J'aurais pu faire un autre tableau. Hein. Vous savez quoi, je vais le faire. Hop. Alpha, A, B, C et D. On va ranger tout ça dans l'ordre. Donc pour A et B, c'est 1. Pour C, ça va être 0,5. Et pour D, ça va être à peu près 0,8. À peu près, hein, c'est estimé à la louche. Et du coup, la valeur de l'activité intrinsèque alpha de C est proche de 1. Non, c'est faux. On voit bien là sur le tableau. C'est encore plus clair. La valeur du PD2 de A est proche de 7. Bah, ça, du coup, c'est vrai. Hop, je vais l'écrire juste à côté. Ça va être pas forcément très joli, mais ça va être plus clair. La valeur du PD2 de 7, c'est bien 7. La valeur du PD2 de A, pardon, c'est proche de 7. Donc ça, c'est vrai. La valeur du CE50 de A est proche de 100 nanomoles. Nanomoles par litre, pardon. Bon, bah pour ça, on utilise la formule qu'on a dans notre tableau. Je vous la remets vite fait. Celle qui est là. Hop, hop, ici. C'est pas bien compliqué, c'est je crois la seule formule qu'il faut connaître dans le cours. Ça va nous donner du coup, pour l'item 48, le calcul suivant, CE50, c'est égal à 10 puissance moins PD2. Et du coup ici on cherche celui de A, donc le CE50 de A. Ça nous donne donc 10 moins PD2, 10 puissance moins PD2, pardon, 10 puissance moins 7. Et du coup, 10 puissance moins 7, si on le rapporte en nano, vu que c'est des moles par litre, hein, toujours, on se retrouve avec 100 fois 10 puissance moins 9 nanomoles par litre. Ce qui fait que du coup, l'item est vrai. Hop, voilà. Enfin, 49, un antagoniste neutre formerait une sigmoïde étroite. Bon, ça, c'est un peu du cours. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là, si on avait un antagoniste, là, on n'en a pas, hein, on n'a que des agonistes. Mais si on avait un antagoniste, ça donnerait un truc du style un peu... je vais mettre l'item 49 là. Ça donnerait genre une ligne qui rase l'axe des abscisses, quoi. Ça décolle jamais. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'effet induit par lui-même. Je vous rappelle la définition de l'antagoniste. Du coup, ça, hop, c'est faux. Ça formerait aucune sigmoïde. Et enfin, item 50, la valeur du KD
de B est proche de 10 puissance moins 8. Ça, c'est un item un peu piège. On nous parle de KD alors qu'ici, on peut déterminer que alpha et PD2 et CE50. Ce qui fait que du coup, l'item est faux. Tout simplement parce qu'on ne sait pas. Hop. On ne sait pas. On sait qu'il y a un KD qui est calculé pour ces molécules-là, puisqu'il y a un CE50 qui a été déterminé, un PD2 qui a été déterminé aussi. Les deux sont pareils. Donc on sait qu'il y a un KD qui a été calculé, mais on ne connaît pas la valeur. Or, là, on nous demande la valeur précise. C'est pas possible. Donc, hop, c'est faux. Bon, voilà qui conclut notre première séance de médicaments. On aimerait bien avoir votre retour sur la séance d'aujourd'hui, histoire de voir si ça vaut le coup qu'on en refasse. Pour ça, on vous aura mis un sondage en description. On vous invite vraiment à y répondre parce que du coup, on ne sait pas si c'est pertinent ce qu'on fait là. Donc comme ça, on aura un retour. Mais voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu, que ça vous a débroussaillé le truc et que maintenant vous vous sentez prêt à répondre à peu près toutes les questions de pharmacodynamique possibles. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et à la prochaine. Un petit peu de pharmacodynamique aujourd'hui. Make, mada.